Madame, Monsieur, bonsoir. Diagnostic approfondi de la santé des relations Maroc-France dans cet épisode de Questions d'actu. Hier, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a été chaleureusement accueilli au Quai d'Orsay par son homologue Stéphane Séjourné, soit une semaine après la visite intéressée du ministre français chargé du commerce, Franck Riester, sous le thème « Mobilisation des investissements français au Maroc ». Dans les 12 régions du royaume, un détail qui n'est pas des moindres. Sa visite intervient un mois et demi après celle de son collègue au gouvernement, ce même Stéphane Séjourné au Maroc, qui s'était soldé, rappelez-vous, par une reconnaissance que le Sahara était un enjeu existentiel pour le Maroc. Autre reconnaissance, cette fois dans une interview accordée à 2 chaînes d'État françaises après sa rencontre avec Nasser Bourita hier. Le patron du Quai d'Orsay affirme textuellement que le Maroc devient une puissance régionale affirmée qui doit même permettre d'avoir une forme d'organisation régionale et permettre aussi sa stabilité. C'est aux Marocains de décider leurs accords, mais je crois qu'ils ont une volonté de leur côté de pouvoir tisser les liens avec leurs voisins. Fin de citation. Il répondait à une question sur le Sahel. Outre Séjourné et Riester, les ministres de l'Intérieur, de l'Économie et celles de la Culture sont également attendus dans le courant de ce mois d'avril au Maroc. Comment interpréter ce ballet diplomatique multidimensionnel du gouvernement français? Quelles seraient les prochaines étapes vers une relation normale entre Rabat et Paris? Pour répondre à ces questions d'actualité, je reçois d'abord en plateau ce soir le professeur Nezar Derdabi, analyste en stratégie internationale. Bonsoir professeur Derdabi. Bonsoir Khadija. Eid Moubarak. Eid Moubarak à vous, aux téléspectateurs et téléspectatrices, et aussi à vos équipes qui assurent la continuité de l'information dans ces jours de fête. Naturellement. Merci beaucoup en tout cas. Merci professeur Derdabi. Se joint à nous à présent depuis Abu Dhabi, le docteur Mohamed Badil Yatioui, professeur au Collège de défense à Abu Dhabi. Docteur Yatioui, merci de vous joindre à nous. Eid Moubarak à vous. Bonsoir, Allah Barak Fik, merci beaucoup et Eid Moubarak à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Et depuis Paris, l'éditorialiste et analyste politique, confrère Mustapha Tossa, bonsoir. Bonsoir Khadija. Et Eid Moubarak à vous également. Merci à vous aussi. Nous allons commencer cette émission, en tout cas le premier tour de table, un commentaire, messieurs, sur ce tweet de Séjourné, de Stéphane Séjourné, donc ou en tout cas suite à sa rencontre hier avec Nasser Bourita, je cite, « La relation entre Paris et Rabat est unique, point d'exclamation ». Commentaire, professeur Derdabi, sur ce tweet. Alors je pense que c'est une réalité. C'est une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui est peut-être cette phrase, ce tweet est marquant par rapport au contexte. On connaît la période, on va dire, qui était légèrement tendue, quelques tensions, suite d'ailleurs à une motion au Parlement européen qui avait été menée par ce même Stéphane Séjourné, absolument, qui avait une autre casquette à cette époque. Et donc, je pense que c'est encore plus symbolique venant de lui, sachant qu'il y a eu tout d'abord cette première visite de Stéphane Séjourné au Maroc en février, dont le bilan était un peu mitigé. On avait vu un peu, d'ailleurs ça a été illustré même par on va dire le langage non verbal du ministre Séjourné. Pourquoi ? Parce que le Maroc attendait clairement une prise de position claire. Le Maroc a été clair depuis quelques temps déjà, quelques années. Et on s'attendait en fait à j'appellerais ça une prise de position qui est courageuse et audacieuse et qui doit se faire dans ce contexte actuel. Alors je pense que tout ce qu'on a vu maintenant, la répétition des visites de M. Riester, le ministre du Commerce extérieur, et puis cette visite de Nasser Bourita à Paris, et je pense que ce n'est que le prélude de relations qui vont aller en s'arrangeant avec beaucoup de partenariats que l'on va découvrir dans les jours qui viennent, à mon avis. Commentaire, docteur Badil Yatioui, sur cette relation décrite comme unique. Qu'est-ce qui fait l'unicité de cette relation entre Rabat et Paris ? En fait, Stéphane Séjourné, comme l'a très bien rappelé mon ami Nizar Derdabi, a changé de position
et la fonction change l'homme quelque part, on s'en rend compte. Il y a aussi un contexte qui est en train d'évoluer doucement, mais sûrement, en tout cas c'est ce que l'on souhaite côté marocain, et j'ai l'impression aussi côté français. On voit que le caractère unique de la relation, tel qu'il a été souligné par le ministre français des Affaires étrangères, se réfère à plusieurs choses. L'histoire, la culture, l'immigration. On a des populations françaises au Maroc, on a une communauté française au Maroc, une communauté marocaine en France. On a un certain nombre de binationaux aussi, et tous ces gens-là jouent un rôle, bien entendu, dans la relation bilatérale. Ce sont des acteurs qu'il faut prendre en compte, et il y a une relation très particulière d'un point de vue historique et diplomatique. Les Français savent aussi le rôle que, par exemple, a eu feu Sa Majesté Mohamed V, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été fait compagnon de la Libération, il était le seul ou l'un des seuls étrangers à avoir reçu cette fameuse décoration par le général de Gaulle. Donc le Maroc et la France ont une relation très particulière, ce sont des histoires imbriquées, on pourrait remonter même jusqu'à Louis XIV par exemple, donc le sultan Moulay Ismail. Donc ce caractère unique, il est bon de le rappeler, ça ne permet pas de faire avancer encore concrètement les choses, et notamment sur la priorité des priorités qui est la reconnaissance française la marocanité du Sahara, mais ça permet aussi de borner un peu et de cadrer un peu la discussion. Et ça montre aussi que côté français, après plusieurs longs mois de relations assez froides, il y a une prise de conscience des différents enjeux et une prise de conscience aussi des différentes priorités à avoir en matière de politique étrangère dans la région maghrébine et sur le continent africain au sens large. Donc, en parlant de priorité, justement, pas de communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération africaine. La précipitation, docteur Badil Yatchiwi, est-elle mauvaise conseillère, justement, dans ce cas-là, dans ce cas de figure? Alors, ça prouve qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y a la façon, on va dire, depuis Paris et la façon depuis Rabat. Depuis Paris, il y a une volonté de sortir de cette période, on va dire, froide le plus vite possible en communiquant ou peut-être même en surcommuniquant, puisqu'on a eu le ministre, le porte-parole, etc., qui se sont exprimés. Du côté marocain, on prend son temps car les enjeux ne sont pas les mêmes des deux côtés de la Méditerranée. Côté français, on veut montrer que l'on a compris ce que souhaitait le Maroc et qu'on souhaitait donc investir, développer économiquement, on va en parler, je pense. Et du côté marocain, on a un prérequis quelque part qui est le changement de position diplomatique, aller au-delà d'un soutien au plan d'autonomie, comme c'est le cas depuis 2007, aller plus loin, aller soit sur la position espagnole, soit sur la position américaine. Et là, on voit que c'est ce qui bloque pour le moment et c'est ce qui pose encore problème. Et Stéphane Séjourné, sur France 24, a un peu rejeté la responsabilité au président Macron en disant « ça sera le chef de l'État qui devra en discuter avec Sa Majesté ». Et ça se fera au niveau des chefs d'État. Donc, on voit qu'on est toujours dans un espèce d'entre-deux qui ne convient bien évidemment pas au Maroc. Et reste à savoir si la position française et la surcommunication que vous avez évoquée, est-ce qu'elle sert à gagner du temps ou est-ce qu'elle sert à quelque part anticiper ou en tout cas à creuser un sillon, créer un chemin pour qu'on aille vers cette reconnaissance que le Maroc et les Marocains attendent depuis maintenant très longtemps. Absolument. Toujours, Mustapha Tossa, vous avez évoqué, Mohamed Badil Yatchiwi, justement, cette communication assez importante de la part des autorités françaises. Donc, il y a eu ce tweet, mais aussi cette interview accordée à RFI et France 24, qui, rappelons-le, sont deux médias qui dépendent de l'État français, pour ne pas dire du Quai d'Orsay, et qui fait qu'il y a encore une couche, encore aujourd'hui, par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui parle d'une feuille de route commune ambitieuse que nous partageons désormais avec le Maroc. Désormais. Un commentaire là-dessus, et puis surtout, on l'a vu, la presse française a largement commenté la visite de Nassel Bouletta hier, et de manière beaucoup plus globale, cette ambition française de faire du Maroc ou de remettre le Maroc au devant de la scène comme partenaire fiable, notamment sur le volet économique, mais pas que. Oui, alors à mon niveau, je ne m'attarderai pas sur le concept d'unique, la relation unique entre la France et le Maroc, parce que c'est un concept de communication
Et Stéphane Séjourné aurait très bien pu l'appliquer à n'importe quelle relation avec n'importe quel autre pays. La relation entre les États-Unis et la France est unique. Alors aujourd'hui, il a parlé d'amitié avec quand il a rencontré son homologue canadien. Ça s'est passé ce matin. Il a parlé d'un friendship, d'une amitié. D'un rapport amical, voilà. J'ai compris, Khadija, mais c'est juste pour vous dire que ce concept d'unique est un peu, sur le plan de la communication politique et diplomatique, il est un peu galvaudé. La relation entre la France et l'Allemagne est unique, la relation entre la France et l'Algérie est unique. Donc le concept d'unique, je ne m'attarderai pas là-dessus. Par contre, je m'attarderai volontiers sur la dynamique qu'un ministre comme Stéphane Séjourné, qui a été connu en étant chef du groupe parlementaire Renew au Parlement européen, un des activistes anti-marocains dans ce Parlement, la dynamique qu'il a lancée depuis son arrivée au Quai d'Orsay et depuis surtout sa visite à Rabat. Et c'est là où je suis pas du tout un peu en désaccord avec votre invité au plateau quand il dit que le bilan était mitigé de sa visite à Rabat. Il n'est pas mitigé parce c'est là à Rabat qu'il a lancé la décision d'accompagner le développement économique des provinces sahariennes par des capitaux français. Quelques semaines plus tard, le Quai d'Orsay valide cette stratégie d'investissement de capitaux officiels français au Sahara, ce qui veut dire que Stéphane Séjourné l'a annoncé à Rabat et ça a été traduit par des décisions et des actes. Donc, pour moi, ce n'était pas un bilan mitigé, c'est un bilan, c'est une nouvelle page c'est une nouvelle dynamique qui a été lancée. Autre chose, Stéphane Séjourné est quelqu'un qui avait dit une chose la plus claire possible, et c'est ce que moi je n'arrête pas de répéter à longueur d'interviews et d'articles, c'est que la reconnaissance officielle de la marocanité du Sahara par la France ne pourra jamais venir de la bouche d'un ministre, d'un secrétaire d'État ou d'un porte-parole. Elle ne viendrait que de la bouche du président de la République. Parce que c'est un tournant majeur. Si demain la France reconnaît à l'américaine, à la manière américaine, la marocanité du Sahara, ça aura un impact sur le plan régional, ça va clôturer définitivement le dossier, un impact sur l'Algérie, un impact sur l'architecture européenne, parce que tout le monde va suivre l'exemple français. Donc c'est une décision majeure. D'ailleurs, vous avez signé votre dernière chronique sur Aujourd'hui le Maroc, que le plus dur reste à faire. Dites-en-nous plus. Si vous dites que, effectivement, cela ne dépend pas juste des membres du gouvernement, mais du chef de l'État, quel est le plus dur qui reste à faire ? Alors, le plus dur pour moi, et je l'ai expliqué, c'est que ce tournant français majeur qui va se faire, il n'y aura pas d'autre option que la reconnaissance française. Elle va se faire. C'est vous qui le dites, hein ? C'est vous qui le dites. Parce que si on se base, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une communication galvaudée. Si on va dans cette logique, rien ne confirme vraiment qu'il y aurait éventuellement l'aboutissement vers une reconnaissance claire, sans équivoque, de la marocanité du Sahara par les autorités françaises et par le chef de l'État français. Khadija, il y a eu déjà, et tout le monde est d'accord là-dessus, et je crois que même les invités vont le constater, il y a eu déjà une forme de reconnaissance économique de la marocanité du Sahara. À partir du moment où l'État donne le feu vert pour investir, elle ne va pas investir dans le désert et elle ne va pas investir dans un no man's land. Elle va investir dans une région sous souveraineté marocaine. Maintenant, il reste la reconnaissance politique. Et d'ailleurs, Stéphane Séjourné, je ne suis pas là pour défendre ou faire la post-communication de Stéphane Séjourné. Il l'a dit lui-même. Il a dit c'est une question, et là je décode, tellement importante qu'elle doit intervenir au cours d'une rencontre entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Emmanuel Macron. Elle viendra. Dans quel contexte, dans combien de temps, dans quelles conditions, ça c'est à voir. Alors pourquoi j'ai dit que c'était le plus dur à faire ? Parce que pour les Français, le plus dur est de convaincre le côté algérien de ce tournant. Et ça, ce n'est pas une chose facile pour la diplomatie française, pour la France qui avait toujours traité le régime algérien en essayant de lui faire comprendre qu'elle tient le bâton par le milieu. Maintenant, il va falloir lui expliquer que ce dossier est définitivement clos, qu'il y a une nouvelle réalité géostratégique qui est à l'œuvre et que la France va reconnaître à l'américaine la marocanité du Sahara. Et il faut s'attendre à une mauvaise humeur
algérienne, comme cela a été le cas avec l'Espagne. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des grincements de dents, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des tensions extrêmement fortes entre Paris et Alger. Et c'est là la difficulté, j'allais dire pédagogique et politique, que va rencontrer Emmanuel Macron pour convaincre le régime algérien de cette nouvelle réalité. Oui, alors vous l'avez dit, mauvaise humeur et des réactions quand même qui ont été assez acerbes, et surtout on pouvait le lire dans la presse algérienne, coup de tonnerre pour faire plaisir au Maroc, la France trahit Tebboune, a affirmé DN Algérie, qui rappelle aussi que le président algérien préparait une visite à Paris, dont la date n'a pas encore été arrêtée, et tout le monde attend. Effectivement, c'est quelque chose, et ces réactions-là sont venues, professeur Derdabi, au lendemain d'annonces d'investissement. Alors, quand on dit investissement, ce serait bien qu'on s'arrête sur la nature de ces investissements. Car oui, il y a des investissements privés qui sont existants aujourd'hui dans toutes les provinces du Maroc, dont celle du sud du royaume. Ceci étant dit, là, c'est un autre élément qui entre en jeu. J'aimerais bien qu'on explique la différence, et pour ne pas faire l'amalgame, ce sont des investissements publics. Exactement. Donc de l'État français. Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, la différence réside dans le fait que c'est l'État français qui s'engage à travers ses principaux opérateurs publics. On n'a pas encore une idée sur quels sont ces opérateurs qui seront, qui vont participer par des contrats localement au niveau des provinces du Sud. On peut imaginer que ça pourrait se faire dans le cadre de l'énergie. On sait que Total Énergie, qui est une des entreprises les plus importantes de l'État français, a beaucoup d'ambition en Afrique pour l'énergie renouvelable, qui est un nouveau secteur sur lequel sont en train de travailler les responsables de Total Énergie. On connaît tout le potentiel des provinces du Sahara marocain concernant l'énergie renouvelable. Donc, je prends pour exemple le contrat qui va être, dont les médias parlent depuis quelques années déjà, le contrat X-Links, qui aura pour but de raccorder le Sahara marocain à travers des centrales solaires avec le Royaume-Uni, et qui est prévu pour satisfaire les besoins de 8% de la consommation domestique du Royaume-Uni. On a aussi entendu parler dernièrement de l'intérêt de l'Allemagne aussi. Donc on sait que tous les pays européens ont été, on va dire, quelque peu inquiets pour leur sécurité énergétique après la guerre en Ukraine. Tous les pays européens dépendent en grande partie du gaz russe, du pétrole russe. Donc ça, c'est un axe important. Il y a d'autres axes, le BTP, on sait que le port de Dakhla Atlantique, qui va être le pendant de Tangemet sur la façade atlantique. Donc il y a beaucoup de projets. Il y a des ambitions françaises pour l'Atlantique ? Alors, pas d'ambition déclarée, mais à mon sens, cette déclaration n'a pas été faite comme ça par hasard. Je pense qu'il y a des contrats qui sont en cours dans les coulisses. Et pour moi, je rejoindrai M. Tossa. Il n'est pas d'accord avec vous, mais au moins vous êtes d'accord avec lui sur certains points. Sur ce point, oui. C'est que pour moi, c'est une reconnaissance à demi-mot. On ne peut pas s'engager à travers des opérateurs publics pour développer. D'abord, il y a une reconnaissance du fait que le Maroc développe les provinces du Sud. Donc ça, c'est un constat, je pense, que font tous les pays. Presque. Et oui, bon, sauf un. On ne va pas y revenir. Et donc, c'est une reconnaissance à demi-mot, parce qu'on ne peut pas reconnaître sur le plan économique que le Maroc fait des efforts. Et comme a dit M. Séjourné et Franck Riester, c'est que la France ambitionne de participer à ce développement. Donc le choix des mots, il est très fort. Donc participer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce développement va profiter aux populations locales, mais ça veut dire qu'il y a aussi des intérêts économiques derrière. Oui. On ne va pas se tromper. Oui. Si la France s'engage avec ses opérateurs publics, c'est qu'il y a des partenariats gagnant-gagnant. Donc, dans tous les secteurs. C'est-à-dire quand on parle de transport maritime, avec le port de Dakhla Atlantique, c'est très important. La France veut se positionner sur ce hub africain, indéniablement qui va devenir un hub africain de par sa taille, mais aussi transport sous toutes ses formes, ferroviaires aussi, pour les investissements en amont de la Coupe du Monde 2030, qui va aussi se tenir donc au Maroc. Bref, donc c'est multidimensionnel. Vous avez parlé de l'énergie. Je voulais aussi préciser qu'il y a tellement de secteurs que, effectivement, ni l'État ni les opérateurs privés français ne veulent rater le coche pour prendre leur part du gâteau. Et en sachant que
on va parler des relations économiques Maroc-France, c'est que depuis 2013, l'Espagne a pris la première place du premier partenaire économique du Maroc, qui était la place de la France depuis l'indépendance du Maroc. Et donc, les Français sont conscients, d'ailleurs le message de Sa Majesté a été clair dans son fameux discours, où il a dit que le prisme des relations, du partenariat stratégique du Maroc avec tous ses partenaires se fera à travers la reconnaissance du Sahara. Donc je pense que la France n'a pas voulu rater le coche, en sachant que d'autres pays vont s'engager dans cette brèche. Donc j'ai parlé tout à l'heure du Royaume-Uni, les États-Unis également. Donc les IDE américains ont dépassé pour la première fois l'année dernière. Et là, vraiment, c'est une preuve concrète de la concrétisation de cette vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Effectivement, le Maroc, c'est à travers son Sahara qu'il voit, c'est le prisme avec lequel il regarde ses relations internationales. Il est très important. Et là, on le voit avec ces IDE américains qui ont explosé, notamment dans les provinces du Sud, et qui ont dépassé les Français. Et à mon sens, vous avez parlé un peu de la réaction des médias d'État algériens. Ouais. À mon sens, c'est un ballon d'essai qui a été fait par la France, parce que on l'a dit, la France essaie de jouer surtout, avec l'arrivée de Macron au pouvoir, un rôle d'équilibriste. On sait, la relation Maroc-France, elle est unique, Stéphane Séjourné l'a dit, mais la relation France-algérienne aussi, à travers tout le prisme mémoriel, à travers le prisme historique, les deux communautés françaises et algériennes, mais aussi le domaine du gaz qui est un domaine très important pour la France. Donc je pense que Macron, à travers cette reconnaissance à demi-mot, se dirige, je pense, vers une reconnaissance politique et diplomatique du Sahara marocain. On essaye d'abord de voir quelle sera la réaction algérienne, et je pense aussi que le timing actuel a été très bien étudié. Je m'explique. Le président Tebboune et enfin tout le pouvoir algérien a annoncé l'avancée de la date des élections. Vous l'avez très bien précisé tout à l'heure, c'est que Macron, en accord avec la diplomatie algérienne, ont convenu d'une date de la visite du président Tebboune en France en octobre. Sauf que comme la date a été avancée en septembre, ça va tout chambouler. Comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une date d'une visite et puis, on va dire que la France a été un peu le dindon de la farce, parce qu'en s'engageant pour une visite en octobre qui devait précéder l'élection de décembre, la France, en quelque sorte, donnait une certaine crédibilité à ce chef d'État. On sait que dans les usages diplomatiques, etc., on essaie d'éviter d'avoir des rencontres, des accords avec un chef d'État quelques mois avant son élection. Question de légitimité électorale et démocratique. Donc, déjà, la France s'était avancée, on va dire, sur ce terrain-là. Et je pense que le fait que Macron, plutôt que l'Algérie, avance ses élections, pendant cette période, Tebboune est dans une position de faiblesse. Il n'a pas tous les leviers en main. Il est en train je pense que sa première priorité d'abord, c'est les élections et de se faire réélire. Et je pense que le timing a été bien choisi. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont voir quelles sont les réactions de l'Algérie. On sait que si on prend le parallèle avec l'Espagne, les réactions algériennes ont été très fortes. Bon, après un an et demi, les relations sont revenues au beau fixe, mais tout ça est étudié de très près par les diplomates des deux pays. Alors, vous avez parlé, on va essayer d'élargir un peu le spectre pour regarder un peu ce volet stratégique en dehors de la région de Nord-Afrique et de l'étendre à la région MENA. Mohamed Badil Yatiwi, parmi les investissements qui sont très importants dans le royaume, il y a ceux des Émirats arabes unis. Et j'aimerais bien qu'on décortique avec vous cette relation, justement, de coopération qu'il y a entre le Maroc et les Émirats arabes unis, et où se positionnerait Paris dans cette... parce que le partenariat n'est pas que économique, il est tout aussi historique que celui avec la France. Mais là, j'aimerais bien m'arrêter avec vous sur ce point en particulier. C'est France, Maroc, Émirats arabes unis. Bien sûr. Alors, la relation entre le Maroc et les Émirats arabes unis remonte à la création des Émirats arabes unis par Cheikh Zayed, l'émir d'Abu Dhabi et le père de l'actuel président
président des Émirats, Cheikh Mohammed Ben Zayed, et donc il y avait une relation qui était une relation très forte entre Cheikh Zayed et Sa Majesté Hassan II. Donc cette relation forte a permis de créer un véritable partenariat multidimensionnel qui a été continué par les deux chefs d'État actuels, donc Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président Cheikh Mohammed Ben Zayed. On a vu avec la visite royale à Abu Dhabi au mois de décembre, le 4 décembre, qu'on allait vers une nouvelle étape avec un approfondissement à la fois des investissements et des partenariats économiques, commerciaux et en matière d'investissement, comme je l'ai dit, au sein du royaume, et en particulier dans les provinces du Sud, mais pas seulement, mais aussi la volonté de travailler main dans la main sur un certain nombre de projets africains. Et c'est là qu'en fait la France, quelque part, se positionne, puisqu'elle a à la fois la nécessité de réchauffer ses relations avec le Royaume du Maroc. Elle a des relations qui sont très bonnes avec les Émirats arabes unis. Macron et Cheikh Mohammed Ben Zayed ont de bonnes relations, mais en même temps, Macron, lui, a un autre problème, qui est un problème très profond pour la diplomatie française, qui est celui des pays d'Afrique de l'Ouest, et particulièrement les pays sahéliens. On sait qu'il y a eu un certain nombre de problèmes avec les autorités maliennes, les autorités burkinabées, et récemment les autorités nigériennes. Donc, il y a une volonté via le Maroc et via les Émirats de ne pas se retrouver complètement hors jeu pour Paris. Et comme mes deux collègues l'ont très bien dit, la question de la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara dépendra d'Emmanuel Macron lui-même, puisque c'est le domaine réservé du président, ce qu'on appelle la doctrine Chaban-Delmas, traditionnellement, politique étrangère et défense nationale. Et à ce moment-là, je pense que les Émirats qui, eux, ont fait le geste il y a très longtemps, puisqu'il y a un consulat émirati à l'Ayoun depuis fin 2020, et qui ont un soutien très clair et constant à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale, vis-à-vis de l'intégrité territoriale, il y aura une volonté française de ne pas être complètement hors jeu et peut-être même de vouloir créer en Afrique de l'Ouest, de vouloir créer au Sahel des projets de développement économique et d'investissement communs, non pas uniquement France-Maroc, mais France-Maroc, Émirats arabes unis, c'est-à-dire des accords tripartites. Et reste à savoir si cela sera de l'intérêt à la fois du Maroc et des Émirats arabes unis de le faire, sous quelles conditions. Et bien entendu, tout ça ne peut pas se faire sans reconnaissance diplomatique claire et ferme de la marocanité du Sahara, puisque le port de Dakhla, le fameux port de Dakhla, aura à ce moment-là une importance stratégique très importante, comme l'initiative qui a été promue par Sa Majesté le Roi, d'initiative pour les pays du Sahel, et aussi l'initiative atlantique qui existe, elle, depuis quelques années maintenant. Donc tous ces projets-là, si la France veut en faire partie, si elle veut reprendre pied dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, et on voit que même un partenaire historique comme le Sénégal a eu un changement politique il y a quelques semaines, et qui risque d'impacter la relation franco-sénégalaise, le Maroc redevient, ou en tout cas Emmanuel Macron, s'il fait preuve de pragmatisme et de réalisme, se rend compte que finalement le Maroc est incontournable pour avoir de nouveau une véritable politique africaine, ou à tout le moins essayer de se réimplanter en Afrique. Et les Émirats, eux, ont cette volonté, puisqu'ils ont souvent investi dans la Corne de l'Afrique, pour des raisons géographiques évidentes, avec pas mal de succès. Ils ont maintenant la volonté, via leurs différents fonds souverains, comme Mubadala ou comme Adia, par exemple, d'investir en Afrique de l'Ouest. Et à ce moment-là, ils se rendent compte d'une chose, c'est que le Maroc est un partenaire incontournable pour des raisons historiques, géographiques, mais aussi pour des relations de confiance entre les deux pays et de partenariat multidimensionnel qui existe depuis un certain nombre d'années, qui va être approfondi depuis la signature des mémorandums au mois de décembre entre les deux chefs d'État. Absolument. Vous avez parlé justement de cette relation de confiance, et je pense que le secteur bancaire est un exemple frappant de la situation politique de la France en Afrique, compte tenu du retrait de plusieurs banques françaises. A contrario, les groupes bancaires marocains ont vraiment littéralement le vent en poupe en ce moment en Afrique, que ce soit de l'Ouest, de l'Est ou ailleurs. Et on le voit, effectivement, on se dirige plus, Mustapha Tossa, vers une complémentarité et pas une relation de concurrence. Oui, c'est vrai que pendant toute la durée de la crise franco-marocaine, il y a eu des gens qui ont écrit des analyses selon lesquelles l'origine de cette crise est cette espèce de jalousie naissante de la part des Français qui verraient d'un très mauvais œil
les implantations économiques, les relations politiques et stratégiques que le Maroc était en train de nouer avec une région qui, par un effet de balancier, rejetait la présence militaire française dans un certain nombre de pays du Sahel, la présence économique et allant jusqu'à une forme de francophobie de la langue française. Donc il y avait cet effet de balancier et certains tentaient d'expliquer la mauvaise humeur française par cette situation-là. Sauf que maintenant, par une forme de réalisme politique tout à fait français, à travers les déclarations de Stéphane Séjourné, notamment à RFI, à France 24, il y a une reconnaissance que le Maroc est une puissance régionale extrêmement affirmée, qui est en train de jouer un rôle, qui est en train de réécrire toute l'équation géopolitique de la région, et que la France voudrait aider et participer à cette réécriture. Et donc, il n'est plus question ni de concurrence, ni de compétition, ni d'animosité souterraine. Il est question de mettre la main dans la main, de se lancer dans des projets communs, structurants, dans une logique bien sûr gagnant-gagnant. Même les capitaux français qui vont venir s'investir dans le Sahara marocain, ce n'est pas pour les beaux yeux des Sahraouis ni pour les beaux yeux des gens de la région, c'est parce que aussi il y a de l'argent à se faire, il y a des bénéfices à se faire, et donc tant mieux que les stratégies économiques se fassent sur cette base-là. Il vaut mieux ça que des ruptures et des froids glaciaux. Alors pour revenir à la position française, moi je crois que pour une fois, l'économique avait précédé le politique. Dans une crise pareille, généralement, il y a une entente politique et après, on essaie de traduire cette entente politique par des actions et des projets économiques. Dans le cas du Sahara marocain avec la France, on a le facteur économique qui précède le politique, mais en fin de compte, ce dont il s'agit en fin de compte, c'est une mise en adéquation de la stratégie économique française avec sa vision politique. Parce que la France, en fin de compte, elle n'a jamais ni milité, ni parlé, ni évoqué la naissance d'un sixième État au Maghreb. Elle n'a jamais montré la moindre sympathie pour les séparatistes du Polisario. Mais elle n'a jamais fait de reconnaissance formelle de la marocanité du Sahara. Donc là, vraiment, c'est d'où, et ça, c'est de l'avis de tous les observateurs, c'est pas moi qui le dis, cette ambiguïté pesante de la diplomatie, de la politique française vis-à-vis du Maroc. Et c'est ce qui est en train d'être levé en ce moment, c'est ce qui est en train d'être fait par petits pas, par des démarches spécifiques. Par beaucoup de visites, là, on attend Bruno Le Maire, il y a aussi Gérald Darmanin qui va arriver incessamment, Rachida Dati du département de la culture. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même un balai diplomatique très important. Khadija, je vais vous donner un exemple de l'évolution de la situation actuelle dans la relation France-Maroc. Si, il y a quelques mois, on m'avait dit que Stéphane Séjourné, l'homme qui militait dans les couloirs du Parlement européen pour salir la réputation du Maroc, pour tenter de lui porter atteinte, si on m'avait dit que c'est cet homme-là qui viendrait à Rabat et à Paris pour dire qu'on va investir dans le Sahara marocain et que nous sommes en train de préparer une rencontre entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et Emmanuel Macron pour la reconnaissance de la marocanité du Sahara, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, la logique politique et diplomatique est là. Il y a des évolutions, étape par étape. La France est en train de clarifier doucement, mais sûrement, sa relation. Toute la difficulté, toute la question est de savoir quel agenda, quel timing ça va prendre. Est-ce que c'est avant les élections anticipées algériennes du 7 septembre? Est-ce que c'est après? Ça, c'est une vraie question qui se pose au niveau du timing. J'allais vous poser justement la question, est-ce que ça allait se faire après ou avant la visite annoncée, mais toutefois sans plus de détails, du président algérien sortant, pour le coup, à Paris? Alors, pour répondre à cette question, il y a un seul homme aujourd'hui qui a la réponse, c'est Nasser Bourita. Quand il a rencontré Stéphane Séjourné, il était question, et tout le monde le sait, il était question de cette visite, de cette fameuse visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. Alors, de quoi ils ont parlé? Quel agenda ils se sont échangés? Sur quoi ils ont discuté au niveau de la terminologie, au niveau du cadre, au niveau de l'annonce? Ça, il y a que ces gens-là qui étaient dans le secret du Quai d'Orsay pour nous donner l'information. Mais en tout cas, la dynamique est en marche. Elle ne peut pas faire marche arrière. C'est ça qui est important.
Surtout, vous disiez justement, qui aurait cru que ce même Stéphane Séjourné, qui dirigeait ce groupe Renew au sein du Parlement européen, qui menait vraiment, on peut le dire, une guerre contre le Maroc et ses intérêts, qui aurait cru aussi que le directeur général de la sécurité intérieure en France, Nicolas Nernier, se rende au Maroc, c'était en décembre dernier, pour rencontrer son homologue directeur général de la Sûreté nationale de surveillance du territoire, Abdelatif Hamouchi, pour discuter d'enjeux sécuritaire. Comment la France regarde sa relation, son partenariat sécuritaire avec le Maroc est-il aussi unique que décrit Stéphane Séjourné la relation entre les deux pays, entre le Maroc et la France? Je pense que dans l'histoire récente des relations Maroc-France, cette relation a connu quelques coups de froid, quelques périodes de tension, etc. Donc je rappelle de la période avec François Hollande, plus récemment aussi, mais durant toutes ces périodes où il y a eu des tensions, la coopération sécuritaire et dans le domaine du renseignement a toujours été excellente. J'en veux pour preuve les attentats du Bataclan. Donc je rappelle aux téléspectateurs que c'est sur la coopération, sur un échange de renseignements des services de renseignement marocains que les services de police français ont pu d'abord identifier qui étaient les auteurs de la cellule terroriste qui avait commis les attentats, mais aussi repérer leur emplacement, ce qui avait permis aux policiers français d'intervenir. L'opération s'était finie par... ils étaient tous, suite à l'intervention, ils ont tous été tués, mais tout ça pour dire que toujours il y a eu une excellente relation de coopération entre les deux services. Et c'est d'ailleurs suite à cette opération que François Hollande a pris l'initiative pour reprendre des relations qui vont dans le bon sens avec le Maroc. Pour Gérald Darmanin, il faut rappeler aussi qu'au moment de sa prise de fonction en tant que ministre de l'Intérieur, un attentat avait été déjoué à Béziers grâce aussi à des informations qui avaient été échangées par les services marocains avec leurs collègues de la DGSI. Donc tout ça pour dire que Gérald Darmanin est le mieux placé pour savoir quelle est l'importance d'entretenir de bonnes relations avec le Maroc dans un contexte, je le rappelle, que pour le gouvernement français, pour Emmanuel Macron, les dossiers prioritaires actuellement, ce sont deux dossiers principalement. C'est le dossier de l'immigration. On se rappelle de la loi immigration qui a été votée en janvier. Et le deuxième dossier, c'est d'essayer de relever le défi d'organiser des JO dans un contexte qui est, sur le plan sécuritaire, qui est, on va dire, très périlleux. Pourquoi ? Donc, il y a eu l'attentat dernier à Moscou de Daesh, avec la menace de l'État islamique qu'on pensait contenue. On rappelle que l'État islamique avait une présence territoriale au niveau de l'Irak et la Syrie. Ils ont été chassés, mais ils se sont déplacés au niveau de la région du Sahel. Sauf qu'on ne pensait pas... Mais quel serait l'apport justement du Maroc pour assurer la sécurité de ces JO, selon vous, Sadr Dabi? Parce qu'on a entendu beaucoup à ce sujet. J'aimerais bien entendre votre analyse. Concrètement, quels sont les défis auxquels vont être confrontés les services de sécurité français? D'abord, un défi d'assurer la sécurité des visiteurs, des VIP et des athlètes contre de la criminalité, de la délinquance en tout genre. On se rappelle que lors de la finale de la Champions League en 2022, ça avait été un désastre sur le plan sécuritaire. Donc je rappelle que pendant le déroulement du match, beaucoup de supporters anglais ont été victimes de vols, d'agressions, etc. Ça avait terni l'image de la France. Donc on s'attend d'abord à de la délinquance, de la criminalité. Il y a ensuite la menace terroriste qui plane, donc on en a parlé, avec Daesh, avec des nouveaux vecteurs, on va dire, qui peuvent être utilisés par les terroristes, par exemple l'utilisation de drones. Il y a aussi le contexte explosif maintenant des massacres à Gaza qui peuvent constituer pour tous les groupes terroristes un vecteur ou bien un levier sur lequel ils peuvent appeler des candidats au djihad pour mener des attaques dans le modèle de ce qu'on appelle des attaques de loups solitaires, des gens qui ne sont pas organisés et qui vont soit grâce à des armes blanches, à de l'explosif improvisé, mener des attaques. Alors, quelles sont les lacunes qui ont été identifiées par les services français? Ils ont besoin d'un soutien en matière de renseignement. Ils ont aussi un manque
en matière de forces de sécurité et d'intervention pour le maintien de l'ordre, et aussi, par exemple, tout ce qui est des équipes cynophiles. Donc les équipes cynophiles, ce sont les chiens explosifs, détecteurs d'explosifs, qui doivent être déployés dans les sites où vont se dérouler les événements sportifs. Et je rappelle que le moment qui va être le plus critique pour la cérémonie des JO, c'est la cérémonie d'ouverture qui va se faire pour la première fois de l'histoire des JO dans un endroit public ouvert à tout le monde. En dehors du stade. Sur les deux rives de la Seine. Exact. Et on connaît donc déjà l'expertise marocaine. Le Qatar. Exactement. Voilà, c'est le dernier en date. Voilà, le Qatar il y en a beaucoup, mais le dernier en date est effectivement le Qatar la Coupe du avait Monde sollicité l'aide des services de sécurité marocains et il y avait, le chiffre qui a été cité, c'est 6 000 agents de la police, sûrement des services de renseignement, pour prêter main forte aux autorités qataries. Il n'y a pas que, vous avez parlé tout à l'heure du volet migratoire, Mohamed Badil Yatchiwi, il y a aussi ce volet culturel. Je m'explique. Il y a ce statut de l'imam qui a été annoncé d'ailleurs par Gérald Darmanin. Il y a eu beaucoup d'expulsions d'imams dernièrement. Comment peut-être cela pourrait constituer un autre volet de coopération, notamment sur la formation des imams. Le Maroc a une certaine expérience dans ce sens. Et surtout, cette position française par rapport à l'islam en France, en sachant aussi qu'il y a eu des dérapages du recteur de la mosquée de Paris tout récemment. Oui, c'est un dossier sensible en France pour des raisons évidentes. Depuis un certain nombre d'années, il y a cette volonté de structurer ce que les différents gouvernements de droite, de gauche et du centre ont appelé l'islam de France. On sait que Gérald Darmanin, en plus d'être ministre de l'Intérieur, est le ministre des Cultes. Et donc, ça lui donne un certain pouvoir, lui et bien sûr Emmanuel Macron, pour pouvoir organiser, au moins tenter de le faire, l'islam en France. Le CFCM, qui avait été créé par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur il y a plus de 20 ans, a laissé la place au FORIF, qui a été créé par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Donc, on n'est plus sur un système d'élection, mais on est sur un système de nomination sur la base départementale par les préfets. Donc, c'est une volonté aussi de l'État de mieux contrôler ce qui se passe sur le plan local. Et d'un point de vue, on va dire, beaucoup plus macro, il y a la volonté de coopérer avec un certain nombre d'États, et premier desquels le Maroc. Bien évidemment, vous l'avez dit, un savoir-faire. On se souvient qu'à l'époque Hollande-Valls, l'Institut Mohamed VI avait beaucoup aidé à la formation des imams français, puisque l'Institut qui existe en France, qui est à Château-Chinon, ne forme pas assez d'imams, et c'est un problème depuis un certain nombre d'années également. Donc le Maroc a un savoir-faire, il a aussi une diplomatie religieuse qui existe vis-à-vis de la France, mais vis-à-vis de bien d'autres pays, notamment africains, et pourquoi pas quelque part aussi augmenter l'influence marocaine à travers ce prisme-là. Et on voit petit à petit, avec tous les différents sujets et sous-sujets que l'on a abordés aujourd'hui, qu'au-delà de la géopolitique ou de la géoéconomie française en Afrique et franco-marocaine, il y a aussi tout un tas de sujets qui sont migratoires, sécuritaires ou culturels, qui sont bien évidemment au cœur de la coopération et de la relation bilatérale entre les deux pays, et qui ne peuvent pas être balayés d'un revers de main. Et on a cette nécessité, aussi bien côté français que côté marocain, d'essayer de continuer à travailler ensemble, malgré le problème qui reste permanent, de savoir si on va vers une véritable reconnaissance explicite, ou si on se contente d'une reconnaissance implicite à travers l'économie. Mais pour répondre à votre question, on voit que le Maroc a une capacité et a aussi une possibilité, du fait de son expertise, de sa crédibilité, et aussi de sa particularité dans l'organisation de l'islam et dans la diffusion des valeurs islamiques qu'il a toujours promues à travers son histoire, la capacité de jouer un rôle très important auprès de la France, qui connaît bien des problèmes pour structurer l'islam dans ce pays, et souvent aussi qui cède à certaines tentations populistes, que ce soit de la part des gouvernements, de certains médias ou de certaines personnalités médiatiques ou intellectuelles. Alors, autre exemple d'une coopération multidimensionnelle réussie, c'est le Maroc. On va parler du Maroc et la France, maintenant du Maroc et l'Espagne. Avec cette déclaration hier du président du gouvernement espagnol devant
les députés, c'était au Congrès, qui s'est félicité de l'excellence des relations de coopération avec le Maroc dans tous les domaines. Écoutons l'intervention de Pedro Sánchez. Desde el punto de vista del control de los flujos migratorios y hemos reforzado nuestra colaboración policial, financiera y empresarial. Nous avons renforcé notre coopération policière, financière et commerciale avec le Maroc à l'occasion de notre visite officielle le mois dernier à Rabat. Depuis mon accession à la présidence du gouvernement en 2018, les exportations espagnoles à destination du Maroc n'ont cessé de progresser pour atteindre 12 milliards d'euros en 2023, soit 40% de plus qu'en 2018. Que en el año 2018. Somos ya el primer proveedor. Nous sommes le premier fournisseur du Maroc qui représente pour les entreprises espagnoles un potentiel de croissance exceptionnel avec de grands projets dans les domaines des énergies renouvelables, de la gestion de l'eau et des infrastructures de communication et de transport. Je pense que la prospérité du Maroc sera partagée avec notre pays. Nous maintenons aussi une coopération excellente avec les autorités marocaines en matière de lutte contre le terrorisme, dans le domaine de la gestion des flux migratoires et dans la lutte contre la traite des êtres humains. Cette coopération se poursuit jusqu'au plan culturel, comme l'a illustré la croissance de l'Institut Cervantes et la célébration commune que nous partagerons en 2030 avec le Portugal et le Maroc lors du mondial de football. Mustapha Tossa, vous qui analysez justement le background aussi, les contextes de telles interventions. Alors oui, c'est une réaffirmation de la solidité des relations entre Rabat et Madrid, faite donc par le chef de l'État hier, mais c'est surtout le contexte. Et devant le Congrès que Pedro Sánchez se félicite de l'excellence de ces relations, en connaissant bien sûr le contexte aujourd'hui du Congrès espagnol. Oui, c'est vrai qu'on peut qualifier ce discours de Pedro Sánchez de discours d'étape ou discours de bilan. En fait, il fait le bilan d'une stratégie espagnole à l'égard du Maroc. Elle a donné des résultats qui sont excellents pour l'Espagne sur le plan économique, sur le plan de la coopération sécuritaire, sur le plan de la lutte contre l'immigration clandestine, sur le plan de la lutte contre le grand banditisme et le trafic de drogue. Donc, devant la représentation nationale, Pedro Sánchez dit aux Espagnols « J'ai raison d'avoir investi sur le Maroc et j'ai raison d'avoir modifié ma vision de cette crise maroco-espagnole. » N'en déplaise à certains. Même si voilà, ça ne plaît pas justement à une frange de ce même congrès de députés espagnols. Justement. Alors, le message était double, en fait. Le message était double. Celui adressé à des poches de résistance, entre guillemets, qui sont espagnoles, notamment de l'extrême droite, qui veulent toujours nourrir une forme d'animosité à l'égard du Maroc. À ceux-là, il dit il n'y aura pas de retour en arrière et c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est le message domestique espagnol, mais aussi c'est le message régional. Parce qu'en fait, il dit aussi au Maghreb, aux pays du Maghreb, notamment à l'Algérie, ce n'est pas la peine de rêver, de continuer à rêver à un revirement ou à une marche arrière du gouvernement espagnol. Je dis et je répète, voilà, on a fait le bon choix d'investir sur le Maroc et de changer notre politique. Mais moi, Khadija, si tu permets, je voudrais revenir pour faire un petit commentaire parce que c'est très important sur la visite de Gérald Darmanin en France. Oui. Au Maroc. Notamment le 20 de ce mois. Et c'est une des visites les plus importantes après celle de Stéphane Séjourné, Franck Riester, Bruno Le Maire et éventuellement une visite en préparation de Rachida Dati. Rachida Dati, la personnalité vraiment iconique de la relation France-Maroc. Mais Gérald Darmanin, pourquoi c'est important ? Non pas parce qu'il gère la question sécuritaire qui intéresse tout le monde, qui intéresse aussi bien le Maroc que la France, non seulement parce qu'il gère la question culturelle qui intéresse le France et le Maroc, mais à un moment ou à un autre, la relation entre Gérald Darmanin et le Maroc n'était pas un long fleuve tranquille. Et certaines analyses avaient attribué le tropisme algérien d'Emmanuel Macron à cet excès d'influence que Gérald Darmanin, d'origine algérienne, aurait eu. Préciser quand même. Sur le président Macron. Donc en fait, en venant au Maroc, il se réconcilie de manière spectaculaire avec les Marocains et il lance à sa manière, parce qu'il ne faut pas oublier que Gérald Darmanin va quitter son poste de ministre de l'Intérieur après les Jeux Olympiques et il va se préparer aux futures présidentielles françaises qui auront lieu en 2027. Donc il a tout intérêt à avoir le Maroc comme un allié, comme un ami, et donc d'où cette rencontre entre Gérald Darmanin et le Maroc
qui va être extrêmement intéressante à observer au niveau de l'expression politique, au niveau des engagements et au niveau des échanges. Voilà pour cette émission. Je voudrais réitérer mes remerciements à mes chers intervenants. Tout d'abord à vous, cher professeur Dardabi. Merci beaucoup C'est moi qui vous de remercie. nous avoir éclairé sur l'importance aussi de certains détails très signifiants dans cette relation entre Rabat et Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous également, Mohamed Badili Atiwi. Toujours un plaisir. Plaisir partagé, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Mustafa Tossa, merci à vous également. Et puis nous suivrons, bien évidemment, ce diagnostic va être refait des relations Maroc-France certainement avec vous. Merci, chers confrères. Merci Khadija, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne soirée à tous.